Bonjour à toutes et à tous. Nous allons aborder dans cette seconde capsule les principaux réglages en ventilation de routine et nous terminerons cette série par une dernière vidéo sur les alarmes en ventilation. Alors, nous avons vu dans la précédente vidéo les généralités sur les insuffisances respiratoires aiguës et les moyens d'y répondre, notamment s'agissant des insuffisances respiratoires aiguës de type 1 via les techniques d'oxygénothérapie. Dans cette seconde vidéo, nous allons aborder les principaux paramètres de réglage en ventilation de routine aux urgences afin d'aborder la prise en charge des insuffisances respiratoires aiguës de type 2. Pour rappel, la majorité des patients en insuffisance respiratoire aiguë auront des insuffisances respiratoires aiguës mixtes et il faudra donc savoir combiner la prise en charge de deux types d'insuffisance respiratoire aiguë en fonction de vos modalités de prise en charge. Alors souvenez-vous, nous ventilons en pression positive et nous pouvons choisir de régler soit le volume, soit la pression. Cette ventilation peut se faire de manière invasive, par l'intermédiaire d'une sonde d'intubation ou d'une trachéotomie, ou de manière non invasive par l'intermédiaire de masques faciaux ou d'autres dispositifs mais non invasifs en fonction des situations. Le paramètre d'assistance peut être un volume ou une pression. La ventilation invasive peut se faire en volume ou en pression. La ventilation non invasive se fait dans la très grande majorité des cas en pression uniquement. N'oubliez pas, si vous ventilez en pression, vous devrez surveiller les volumes et vice-versa. Nous allons aborder les choses en commençant par la ventilation en volume. Une petite plaque de rappel pour reprendre la ventilation minute. Alors la ventilation minute, c'est le produit de la fréquence ventilatoire et d'un volume. L'objectif final sera toujours l'obtention de la ventilation minute cible adaptée au patient et à sa situation clinique. Ce sera vraiment le déterminant final. Le volume cible a été clarifié depuis plusieurs années, avec une cible comprise entre 6 et 8 ml/kg pour être le moins iatrogénique possible. Il sera donc le paramètre réglé en ventilation en volume et il sera la cible en ventilation en pression. La fréquence ventilatoire est le paramètre associé et ces paramètres associés dépendront de la résistance et de la compliance de votre malade. Et c'est sur ces paramètres que nous allons principalement jouer. Afin de rendre les choses le plus concret possible, nous allons nous appuyer durant cet exposé sur un respirateur de transport couramment utilisé. Chez ce patient ventilé en volume, le débit fixe entraîne une élévation des pressions progressives durant le temps respiratoire jusqu'à l'obtention du volume préréglé cible, le VT. Une fois ce volume cible atteint, le débit va devenir nul puis négatif durant l'expiration, les pressions vont chuter et jusqu'au retour à l'équilibre du système respiratoire. La FiO2, qui est un paramètre dont nous avons déjà parlé, sera adapté en fonction des cibles de SPO2 dont nous avons abordé les grandes lignes lors de la première capsule. La ventilation minute, qui est la résultante du VT multiplié par la fréquence ventilatoire, permet de contrôler principalement la PaCO2, mais bien évidemment pas que. Le VT cible doit être compris entre 6 et 8 ml/kg comme nous l'avons déjà expliqué. La fréquence, ainsi que les paramètres associés dont nous parlerons plus loin, sont les variables d'ajustement pour adapter la ventilation au malade et à ses pathologies. Pour vous donner un repère utilisable dans une grande partie des situations auxquelles vous serez confronté, vous pouvez régler ce paramètre afin d'obtenir la norme OCAPNI, soit 35 à 40 mm de mercure de TCO2. Nous allons voir maintenant un autre paramètre moins connu, la PEP. La pression expiratoire positive correspond à une pression intrathoracique imposée par le ventilateur. Elle est ici, comme vous pouvez le voir sur la flèche rouge, à 5 cm d'eau. Elle permet le recrutement d'alvéoles, notamment sur le temps expiratoire en les maintenant ouvertes. Elle permet également d'augmenter la CRF du patient. Au final, elle augmente la surface des échanges gazeux, augmentant ainsi le temps de diffusion. C'est un paramètre essentiel sur les patients difficilement oxygénables. Nous avons donc ainsi abordé la PEP. Nous allons maintenant nous attarder sur une notion de temps inspiratoire et de temps expiratoire symbolisée ici par le I2.E ou le I sur E. Le rapport entre inspiration et expiration est physiologiquement de 1 pour 2. Le temps inspiratoire représente ainsi 33% du temps nécessaire pour un cycle respiratoire. Si l'on souhaite augmenter le temps expiratoire et donc diminuer le rapport I sur E, le débit inspiratoire va devoir augmenter pour un volume courant et une fréquence respiratoire constante. Cela permettra de délivrer sur un temps plus court le VT et augmenter le temps expiratoire. Cela est particulièrement important chez les patients présentant une obstruction bronchique. En effet, chez ces malades, le temps expiratoire est allongé de par la diminution du diamètre bronchique. Si le temps expiratoire apparaît insuffisant, vous aurez une hyperinflation dynamique. Le volume pulmonaire, en fin d'expiration, ne fera que croître. Sur les angles suivants, la courbe verte représente un patient sans hyperinflation dynamique.
La courbe rouge représente un patient ayant un temps expiratoire trop court pour permettre l'évacuation complète du volume délivré. Vous pouvez constater l'apparition d'un piégeage d'air avec une ventilation devenant de plus en plus à haut volume et entraînant une augmentation des pressions intrathoraciques entre autres choses. L'hyperinflation dynamique va avoir des conséquences majeures pour vos patients. Elle va occasionner des barotraumatismes, type pneumothorax, mais aussi des conséquences hémodynamiques avec une augmentation de la post-charge du VD pouvant être fatale. Il convient donc d'être vigilant sur cet effet iatrogène et surveiller particulièrement vos courbes de pression. Nous verrons cela au cours de la troisième capsule. Un autre déterminant à prendre en compte, en plus de la fréquence ventilatoire et du I sur E, c'est le débit inspiratoire. Physiologiquement, ce débit est autour de 100 litres par minute. Il est classiquement à régler au-dessus de 60 litres par minute. Pour illustrer l'impact de ce paramètre, voici deux courbes. Les paramètres sont tous identiques sauf le débit inspiratoire. La courbe de gauche a un débit de 22 litres par minute. La courbe de droite, 8 litres par minute. Observez la forme des montées de pression. Le temps inspiratoire de droite est particulièrement allongé avec une montée plutôt poussive, ce qui va raccourcir le temps expiratoire. Vous voyez donc que ce paramètre est un déterminant majeur du temps inspiratoire et du temps expiratoire. Vous comprenez donc désormais l'intrication entre les paramètres débit, volume et fréquence ventilatoire. Toucher à l'un entraînera forcément des modifications du rapport I sur E. Il conviendra donc de toujours bien peser tous ces paramètres lors de vos modifications des réglages de votre respirateur. Un autre déterminant majeur en ventilation en médecine d'urgence à connaître est le trigger. Le trigger ou gâchette correspond au déclenchement du cycle respiratoire sur demande du patient. Cette demande est détectée généralement par un effort inspiratoire du patient qui va générer un débit inspiratoire négatif. Le ventilateur va le détecter et va entraîner en récompense un cycle respiratoire. Sans ce paramètre, la ventilation du patient est maîtrisée intégralement par le médecin. Nous parlons de ventilation contrôlée ou VC. Si ce paramètre est activé, le respirateur devient en partie asservi au patient. Nous parlons de ventilation assistée contrôlée ou VAC. Le A correspondant à la possibilité du patient à prendre en main en partie sa ventilation s'il en a besoin. Le mode VC est à proscrire en médecine d'urgence. Il est principalement utilisé au bloc opératoire. Vous avez ainsi, à partir du trigger, une compréhension des deux modes respiratoires principaux. Attention, en hélicoptère ou sur des routes défoncées, un trigger bas va entraîner des risques d'autodéclenchement. Le respirateur va détecter des fausses demandes de cycles supplémentaires et le patient va se retrouver avec énormément de cycles successifs et une fréquence ventilatoire très élevée. Il convient donc de régler votre trigger dans ces situations en l'augmentant afin de limiter le risque d'autodéclenchement. Pour finir, une petite plaque de synthèse. Donc nous avons vu la FiO2, déterminant majeur du traitement des insuffisances respiratoires aiguës de type 1, et donc elle sera adaptée en fonction de la saturation cible de votre patient. Le VT, la fréquence ventilatoire, qui sont des déterminants majeurs de l'insuffisance respiratoire aiguë de type 2, et donc notamment de la capnie de votre patient. La PEP, qui est un élément important à prendre en compte pour l'oxygénation de votre patient, et agira indirectement sur la capno de votre patient. Et le I sur E, qui est un élément indispensable à prendre en compte, notamment chez les patients souffrant d'insuffisance respiratoire obstructive. En pratique, je vais vous proposer quelques paramètres de base de ventilation à instaurer lors de la mise sous ventilation mécanique de vos malades. Bien évidemment, ces paramètres sont des paramètres de base afin de vous donner quelques pistes de réflexion. Ils seront adaptés en fonction des pathologies et des patients. La FiO2 sera adaptée en fonction de votre cible d'oxygénation. Une SPE2 cible de 94-98% pour les malades sans risque d'hypercapnie oxo-induite est un bon indicateur. Et donc votre cible, 88-92% pour les patients à risque d'hypercapnie oxo-induite, c'est-à-dire pour les patients BPCO, insuffisant respiratoire chronique ou obèses. Le VT sera adapté à 6 ml/kg de poids théorique, et j'insiste sur ce point, il ne s'agit pas du poids réel du patient. Un patient, si l'on caricature de 1m60 de 100 kg, aura le même VT qu'un patient d'1m60 50 kg. Il convient donc de vous référer à des ABAC, des aides cognitives numériques. N'apprenez pas par cœur la formule, mais il convient bien évidemment de bien adapter votre VT en fonction du poids théorique de votre patient. La fréquence ventilatoire sera adaptée à la capnie de votre patient. L'idée étant de normaliser cette capnie avec une ETCO2 cible à 35-40 mm de mercure. La PEP initialement sera à mettre à 5 cm d'eau, puis adaptée en fonction du taux d'oxygène
cible de votre patient et de vos difficultés à l'oxygéner correctement. Attention, ce paramètre est un élément important pour l'hémodynamique de votre malade. Plus vous l'augmenterez, plus vous aurez de retentissement sur votre ventilation aura de retentissement sur l'hémodynamique de votre malade. Le I sur E initialement sera à mettre à 1 sur 2, puis à adapter. Plus votre malade sera bronchospastique, plus il faudra augmenter le temps expiratoire et donc diminuer le temps inspiratoire. Enfin, le débit sera réglé de base à 60 litres par minute, puis adapté en fonction de la situation. Adaptez bien ces paramètres dans un second temps. Il s'agit de paramètres initiaux qui peuvent être mis en place au tout départ de votre ventilation mécanique. Bien évidemment, ils ne seront pas à conserver tout du long de la ventilation de votre patient. Un élément indispensable sera traité dans de la dernière capsule, il s'agit des alarmes. Il est inconcevable de ventiler un patient sans les régler correctement. Ce sera l'objet de notre dernière capsule. Merci.